Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va revenir un peu aux sources. Je vais vous présenter des histoires de personnes ordinaires comme vous et moi qui ont vécu des choses qui les ont marquées et ensuite ces personnes les ont repartagées sur internet. Et la particularité de ces histoires, c'est que toutes les histoires qu'on va voir se passent en France. C'est un format que vous connaissez probablement pour les habitués de la chaîne ou pas d'ailleurs, le fameux format des threads d'horreur. J'espère que ça vous plaira. Pour cette vidéo, j'ai choisi de prendre les histoires qui ont le plus marqué internet pendant le mois de janvier. Attention, ça ne veut pas dire que toutes les histoires ont eu lieu au mois de janvier, de toute façon vous verrez ça dans les histoires. Elles ont pu marquer soit parce que malheureusement elles arrivent bien trop souvent, ou alors parce qu'elles ont un petit côté spectaculaire. Elles n'ont pas marqué parce que ce sont forcément les histoires les plus effrayantes du monde, mais parce que ça a éveillé quelque chose chez les personnes qui les ont lues. Si cette vidéo vous plaît, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Retrouvez-moi aussi sur Instagram que je vous mets juste ici, comme ça on est sûr de l'orthographe, AkenTV. N'hésitez pas à faire un petit tour là-bas, je vous y retrouve avec grand plaisir. Et si maintenant vous êtes prêts, on est parti pour voir nos différentes histoires. La première personne dont on va voir l'histoire se nomme Léa. Au moment où elle a partagé son histoire, elle était âgée de 24 ans. Et ce qu'elle raconte est quelque chose qui l'a profondément marquée. Et elle ajoute que malheureusement, il est fort probable que beaucoup de femmes se reconnaissent dans son histoire. Les faits se déroulent en septembre 2017. À cette période précise, Léa était âgée de 16 ans. Elle était au lycée, en première, et son lycée se trouvait à une quarantaine de kilomètres de chez elle. Alors c'est sa mère qui l'emmenait et l'a récupérée. Un jour, elle s'est rendue en cours comme elle avait l'habitude de le faire et elle a eu une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que une de ses professeurs était absente. Alors elle allait avoir 2 heures de temps libre, mais là où le hasard faisait bien les choses, c'est que c'était son dernier cours de la journée. Elle allait donc pas aller en permanence ou elle allait pas devoir retourner au lycée après, elle finissait bien plus tôt. C'est pour dire, elle terminait les cours alors à midi. Mais le lycée étant assez éloigné de chez elle, elle ne pouvait pas rentrer toute seule. Elle ne prenait pas le bus, donc elle devait attendre que sa mère soit disponible pour la ramener. Elle nous explique qu'elle n'était pas forcément très sociable, très populaire, elle n'avait pas beaucoup d'amis dans sa classe, alors elle passait la majorité de son temps en solitaire. Alors elle s'est posé la question, que faire pendant ces 2 heures d'attente? Et c'est là qu'elle s'est dit qu'elle allait aller faire un petit tour au cinéma, aller voir un film pour faire passer le temps. Le cinéma était en ville, le lycée lui est un peu plus excentré, mais en ville quand même, alors elle a commencé son trajet en empruntant les différentes rues, les petites ruelles, les raccourcis qu'elle connaissait, et le trajet se passait plutôt bien. Il faisait jour, donc elle n'avait pas l'inquiétude de l'obscurité. Les rues étaient plutôt calmes, elle les avait déjà arpentées dans le passé, donc elle se sentait plutôt en sécurité, et vous vous doutez bien que si on parle de cette histoire, c'est un sentiment qui n'a pas duré. Il n'y avait rien d'inhabituel. Jusqu'à un moment où elle a commencé à entendre des petits sons qui ont attiré son attention. Des sons qui venaient de derrière elle. Elle a donc jeté un petit coup d'œil et c'est là qu'elle a vu qu'il y avait 3 hommes qui marchaient juste derrière elle. Pour le moment, ce ne sont que des hommes qui passent par là, comme elle. Mais ça lui instaure quand même quelque chose. Ce sentiment de quiétude qu'elle avait disparaît. Elle tend donc un peu l'oreille et elle entend que ces hommes parlent entre eux. Une langue qu'elle ne comprend pas, mais elle arrive quand même à comprendre certaines choses. Ces choses, c'est que ces hommes semblent parler d'elle. Elle ne comprend pas ce qui est dit, ce n'est qu'une supposition et c'est surtout son instinct qui lui fait comprendre qu'il y a là quelque chose qui ne va pas. Alors elle prend une décision. Pas radicale dans un premier temps, elle se dit pas je vais courir à fond, elle décide d'être plus maligne que ça. Elle décide d'accélérer un peu le pas. Et là, pas de chance, elle se rend compte que les 3 hommes accélèrent le pas également. C'est là qu'elle comprend qu'elle est potentiellement en danger. Elle comprend que ces 3 hommes la suivent, alors elle décide de marcher de plus en plus vite. Elle ne trouve pas la possibilité de se réfugier quelque part, les peu de commerces devant lesquels elle passe sont fermés, elle croise quelques passants mais elle n'ose pas aller demander de l'aide, donc elle continue sa route et les hommes, eux, font de même. Et c'est là que le comportement de ces 3 individus va changer. Au-delà de juste la suivre, maintenant ils essayent d'attirer son attention. Ils l'interpellent, ils la sifflent, et là Léa décide de sortir son téléphone, faire comme si elle n'entendait rien. Elle fait semblant de recevoir un appel et elle parle à voix haute. Elle rit nerveusement, elle fait comme si elle avait une conversation banale et elle ajoute un petit détail, elle dit qu'elle est contente de retrouver son copain, comme si là où elle se rendait, quelqu'un l'attendait. Heureusement, Léa arrive au niveau du cinéma. Elle rentre à l'intérieur et là,
les individus ne la suivent pas. Elle va voir son film qui dure 2 heures, et pendant ces 2 heures, elle a du mal à retrouver son calme, elle a eu quand même une grosse pression en elle. La séance se termine, elle arrive à retrouver un peu plus de sérénité, le film a aidé à ça aussi, et généralement dans les cinémas, quand on sort, toutes les salles mènent vers la même sortie. Là, c'est le cas, donc elle sort, il n'y avait qu'une porte pour sortir du cinéma, et quand elle sort, elle revoit les 3 mecs, immobiles, sur le trottoir d'en face, qui attendaient. Léa se rend compte que ces hommes l'ont attendue pendant toute la durée de son film. Elle serait allée voir Le Seigneur des Anneaux version longue, 3h45 de film, les mecs auraient attendu 3h45. L'attente n'a pas fait en sorte que les hommes se rendent compte que leur comportement était assez déplacé, ils continuent et même encore pire que ça, ils rient, ils font des gestes obscènes à l'égard de Léa, elle est clairement visée, et c'est là qu'un autre homme sort du cinéma, un homme imposant, 1m90, épaules larges, le genre de personne qu'on n'a pas forcément envie de bousculer, et sans hésiter, mais avec quand même une voix tremblante et les larmes aux yeux, Léa l'interpelle, c'était son ultime recours. Elle lui explique la situation, à voix basse pour que les hommes ne comprennent pas, et sans hésiter, cet homme qui sortait du cinéma lui attrape la main, la rassure, et tout de suite les 3 gars qui étaient en face se la ferment. Il n'y a plus aucun bruit qui sort de leur bouche, plus de rire, rien du tout. Ils détournent le regard, ils font comme si ils n'avaient jamais vu Léa de leur vie, et l'homme accompagne gentiment Léa jusqu'au bureau de son père. Normalement, Léa aurait dû attendre sa mère, mais là, étant donné cette situation bien particulière, elle a décidé d'aller directement rejoindre son père. Une fois arrivée, Léa remercie 1000 fois cet homme qui l'a sorti d'une mauvaise situation, et puis lui, il s'en va. L'histoire ne finit pas complètement ici. Léa a retrouvé son père allait bientôt finir le travail, donc il lui a dit prends les clés de la voiture, je suis sur le parking, va te poser, j'arrive le temps que je range mon ordi, etc. Léa y va, et elle voit que les 3 hommes qui l'avaient suivi jusqu'au cinéma et qui l'avaient attendu, l'ont en fait également suivi jusqu'au bureau de son père, et ils les attendaient là. Pas sur le parking, un peu plus loin, mais Léa les a revus. Elle l'a pas dit à son père quand il est arrivé, et heureusement, c'était la dernière fois qu'elle a pu apercevoir ces individus. Mais malgré qu'à part une grosse peur compréhensible, il ne se soit rien passé de physique, et je le répète heureusement, cette situation a changé Léa. Elle est devenue à partir de ce moment-là hyper vigilante, chose qu'elle n'était pas avant. Elle s'est acheté un petit couteau de poche, au cas où, et elle s'est rendue compte que malgré le temps qui passe, parce que cette histoire a eu lieu en 2017, aujourd'hui en 2026, les choses n'ont pas vraiment changé. Elle explique, parce qu'elle a des amis, un entourage, et elle-même a revécu ce genre d'expérience, que ce genre de situation arrive toujours, et elle explique d'ailleurs quelque chose de très intéressant, c'est qu'elle a compris que certains hommes n'ont pas ce genre de comportement parce qu'ils ont l'ambition derrière d'agresser quelqu'un ou de passer à un acte. Leur plaisir, c'est simplement de procurer la peur chez quelqu'un, et surtout faire naître cette peur chez des jeunes femmes qui se retrouvent toutes seules. Et ce fait-là, au-delà d'être une histoire, c'est une réalité. Je suppose que pour beaucoup de personnes qui regardent la vidéo, c'est quelque chose qui vous parle. Et j'ai bon espoir quand même qu'un jour, les choses changent. En tout cas, il faut rester optimiste là-dessus, même si je conçois totalement que ce soit quelque chose de très difficile à envisager. Dans cette histoire, Élise nous raconte quelque chose quand elle avait 15 ans. Elle était avec 2 de ses meilleurs amis, Lucas qui avait 14 ans et Mathis qui lui avait 16 ans. Ils étaient un trio assez soudé, très proche, toujours ensemble, ils riaient beaucoup et comme beaucoup d'adolescents, ce trio se sentait un peu intouchable quand ils étaient ensemble, invincibles. Et un jour, le groupe a décidé de ne pas manger à la cantine, chose qu'ils avaient l'habitude de faire. Donc à midi, ils ont quitté le collège, c'était un jour assez particulier parce que c'était un jour de grève, donc il n'y avait pas beaucoup de transports en commun, voire aucun. Donc pour rentrer, ils devaient traverser des chemins qui passaient au milieu de plusieurs résidences. Des blocs d'immeubles qui étaient identifiés par immeuble A, immeuble B, immeuble C. Mais c'était pas un trajet effrayant pour eux, c'était pas la première fois qu'ils le faisaient, c'était un trajet même qu'ils connaissaient par cœur. Mais au fur et à mesure du trajet, Élise a commencé à se sentir un peu mal. Elle a des problèmes aux genoux et aux côtes, donc avec ce trajet, elle a commencé à ressentir des douleurs, des gênes, donc le groupe naturellement s'est mis à ralentir le pas. Parfois il faisait des petites pauses et il se trouvait à un moment donné au niveau d'un bloc d'immeuble quand là un homme a commencé à s'approcher. Il avait une capuche, le visage à moitié dissimulé, donc ses traits de visage étaient assez difficiles à distinguer. L'homme a entamé la conversation, plutôt calmement. Il disait qu'il avait besoin d'aide pour décharger sa voiture et monter des affaires dans son appartement. Il proposait même une petite rémunération, enfin assez forte rémunération pour des adolescents, si jamais eh bien, il les aidait. Il a sorti quelques billets de 50 €, donc ça peut être alléchant. Et les 2 garçons du groupe, Lucas et Mathis, attirés par ces quelques billets et ne se méfiant pas du tout, ont accepté. Élise, elle, avec ses problèmes et étant aussi fatiguée, est restée à l'écart. Ses potes lui ont donné un petit paquet de bonbons le temps qu'elle patiente, mais très vite, quelque chose cloche. Élise tourne légèrement la tête
et elle voit que derrière le dos de l'homme qui avait sa capuche, il y a un objet, quelque chose de long, métallique et surtout de pointu. Rapidement, elle devine ce que c'est, un couteau. Elle commence à paniquer, naturellement, mais elle essaye de rester le plus calme possible, de pas montrer qu'elle a compris quelque chose. Discrètement, elle envoie un message à ses amis. Elle décrit précisément ce qu'elle a vu. Ses amis, eux aussi, essayent de jeter un petit coup d'œil et eux aussi arrivent à voir le fameux couteau. L'homme comprend que le groupe a vu ce qu'il cachait derrière lui. Alors son attitude a changé radicalement. Il ordonne, il ne demande pas, aux jeunes d'accélérer le déchargement de sa voiture. Les deux jeunes qui étaient en train d'aider, qui avaient un peu peur quand même, continuaient, et Élise, elle, restait calme, même si intérieurement elle bouillonnait de peur, et elle observait chacun des gestes de cette personne. Et à un moment donné, le gars a un peu enlevé sa capuche, il s'est un peu frotté le visage, donc son visage était cette fois-ci à découvert, et là, Élise a pu distinguer ses traits de visage. Et ce visage, elle le connaissait. Quelques mois plus tôt, Élise avait fait un stage dans une pharmacie liée à un EHPAD. Et cet homme l'avait déjà abordé là-bas. Il lui avait demandé de l'aide, elle avait hésité mais avait accepté en lui accordant seulement quelques minutes. L'homme en avait profité pour lui attraper la main et lui caresser la joue. Une scène qui a tétanisé Élise mais qui a été interrompue à ce moment-là par le tuteur de stage de la jeune fille, mais aussi de plusieurs employés. Alors, quand Élise le reconnaît, ce retour à la réalité est quelque peu brutal. Elle n'arrive plus à parler, elle se replonge dans ce moment qui l'avait tétanisé quand elle était en stage, et d'un coup, à force de se contenir, d'être figée, elle sent quelque chose qui monte et qui explose. Elle se met à crier. Elle hurle à ses amis de partir, de s'enfuir, que c'est dangereux. Les deux jeunes garçons comprennent immédiatement. Ils tentent de dire à l'homme, on doit y aller, on était attendu, on vous a aidé un peu mais on doit partir. Et l'homme lui aussi maintenant se met à hurler. Il insulte, il s'énerve et à un moment donné, il attrape Lucas par la main et il le tire violemment. Lucas se débat, il met des coups à la bouche, au visage, de toutes ses forces et l'homme finit enfin par lâcher prise. Il tombe un peu au sol, surpris par les coups que lui a porté Lucas, il a un petit peu de sang sur la bouche et ensuite, une fois tous libres, les adolescents partent en courant. Ils courent sans se retourner. Derrière eux, ils entendent des cris terrifiants, pris de panique. Ils se faufilent dans une résidence. Et même s'ils connaissaient le chemin qu'ils traversaient, ce qu'il y avait dans les résidences, ce n'était pas chez eux, donc ils n'y étaient jamais allés. Donc pour eux, là, c'était un labyrinthe. Et là, une voiture s'approche. Il y a un peu de temps, pas beaucoup qui s'est passé, mais suffisamment pour que l'homme qui a créé toute cette situation ait le temps d'aller à sa voiture, faire un petit tour, etc. Et il avait les fenêtres ouvertes, et il était au téléphone. Il parlait à quelqu'un, il était furieux. De ce que les jeunes ont entendu, il disait ils se sont échappés. Il semblait aussi devoir aller rejoindre quelqu'un et qu'il devait passer à la pharmacie acheter du bandage et de l'alcool. Et enfin, une ultime phrase qui est restée dans la tête des trois jeunes à ce moment-là. L'homme dit qu'il promet qu'il va les tuer. Évidemment, les trois jeunes ne sont pas sortis de leur cachette, ils sont restés dans le buisson où ils étaient. Et c'est une fois que la voiture était bien éloignée que là ils ont pris la direction opposée. Chacun a pu rentrer dans sa maison en sécurité. Élise, elle, là, a senti toute la pression retomber, elle s'est effondrée en larmes. Elle était en état de choc et à ce moment-là, c'était pendant la pause du déjeuner, donc Élise devait retourner au collège pour les cours de l'après-midi, donc elle a pleuré auprès de sa mère sans s'arrêter en lui disant qu'elle ne pouvait pas y retourner, en tout cas pas ce jour-là, et sa mère a refusé. Les trois jeunes se sont retrouvés pour prendre la route du collège, la même route, et cette fois-ci il n'y avait personne. Seulement quelques traces de sang laissées par l'homme quand Lucas l'avait frappé, et une fois arrivé au collège, encore une fois la pression redescend un peu. Mais les deux garçons ont mis les surveillants au courant, la police a été prévenue, Élise, elle, avait été mise à l'écart de tout ça parce que c'était la plus choquée par ces événements, la plus traumatisée, donc on voulait la préserver. L'après-midi passe, Élise n'a qu'une obsession, c'est rentrer à la maison, donc une fois que 17h a sonné à la fin des cours, elle prend le chemin pour rentrer, elle ne pense à rien, elle ne regarde pas autour d'elle, son seul objectif c'est sa maison. Et sur le trajet, elle le recroise, l'homme qu'elle a vu, le visage couvert de bandages, qui est en train de l'observer. Elle avait son téléphone en main, et là elle le met dans sa poche, comme ça elle sera prête à courir si c'est nécessaire, et dès qu'elle le range, l'homme lui attrape la main. Il lui dit « Maintenant tu vas me suivre ». Heureusement, cette scène ne s'est pas déroulée loin du collège. Elle entrait à peine dans une rue, donc un surveillant a pu apercevoir la scène. Ce surveillant est intervenu, il a demandé ce qu'il se passait. Élise était incapable de parler, mais elle se débattait, et ça le surveillant l'a vu. Donc ce surveillant a retenu l'homme, retenu Élise, il a mis une distance de sécurité quand même au cas où, et il a appelé la police. La police est venue, et l'homme a été interpellé. Une fouille de la zone a été organisée, et on a retrouvé, non loin d'ici, le véhicule de l'homme avec à l'intérieur quelqu'un d'autre, un complice.
L'appartement de cet individu a été fouillé et à l'intérieur, on a retrouvé des marteaux et bien d'autres objets dont on a préféré garder le secret vis-à-vis d'Élise et de ses deux amis pour éviter d'accentuer le fameux cauchemar. Qu'ils se disent, s'ils nous avaient chopé, voilà ce qui se serait passé, etc. Ça fait 1 an, à partir du moment où Élise a partagé son témoignage, que ces événements se sont déroulés. De ce qu'elle dit, la procédure judiciaire est toujours en cours vis-à-vis de ces individus, et il se trouve que cet homme n'en était pas à son coup d'essai. Il avait déjà été inculpé pour des faits d'agression intime, qui plus est sur des personnes mineures, et donc depuis ces événements, régulièrement des patrouilles de police sont organisées devant le collège pour s'assurer de la sécurité des enfants qui sont à l'intérieur. Aujourd'hui, le trio est toujours amis, ça c'est beau. Ils ont grandi, ils sont au lycée, et ça leur arrive de reparler de cette histoire. Parfois, ils en rient, pas parce que c'est drôle, mais c'est aussi une manière de dédramatiser un peu cette situation, malgré le fait que beaucoup de choses auraient pu se produire, des choses affreuses. Heureusement, je pense que le mieux est arrivé, c'est-à-dire pas de blessés, voire pire, et ces personnes qui étaient dangereuses, elles sont prises en charge par la justice, donc on espère qu'elles seront éloignées des rues pendant un certain temps. Cette nouvelle histoire prend place le 31 décembre 2023 et le 1er janvier 2024. On est au cours d'une soirée. Minuit est passé, tout le monde s'est souhaité la bonne année, la musique résonne, la fête bat son plein, tout le monde s'amuse. C'était une soirée de Nouvel An en soi comme beaucoup d'autres, dans une maison située en banlieue parisienne. Ce soir-là, Camille, âgée de 24 ans depuis quelques jours à peine, est entourée de ses amis. Elle est heureuse, détendue, portée par l'ambiance comme tout le monde. Il n'y a absolument rien d'anormal, rien d'inquiétant. Fin de l'histoire. Non, c'est pas vrai. Le temps passe. C'est le genre de soirée qui finit généralement assez tard, ou plutôt assez tôt le matin. Là, c'est vers 7 h du matin que la fatigue commence un peu à se faire sentir. Camille décide de rentrer, pas à pied, elle décide de commander un taxi via une application. Une application qu'elle avait l'habitude d'utiliser parce que les tarifs étaient avantageux. Et donc, elle fait une demande de course et la course est acceptée. Elle prévient une amie qu'elle va partir et cette amie lui demande si elle veut rester encore un peu. Elles habitaient dans le nord de Paris toutes les deux, donc Camille s'est dit pourquoi pas, on rentrera ensemble, donc Camille accepte de rester et annule sa course. Mais au bout d'un moment, elle comprend, le temps passant, que reste un petit peu plus, ça voulait dire pour cette copine, reste beaucoup plus longtemps. Et Camille, elle est complètement morte à ce moment-là, elle est fatiguée de la soirée. Alors elle décide de repasser par son application pour commander une nouvelle course auprès d'un taxi. Encore une fois, la course est acceptée, donc jusque-là rien d'inhabituel encore. Camille dit au revoir à tout le monde, un ami l'accompagne à l'extérieur pour s'assurer que le taxi arrive, que c'est bien la bonne voiture, le bon chauffeur. Il s'assure qu'elle monte dans le véhicule et ensuite lui, il retourne à l'intérieur. Généralement c'est ce qu'il faisait, donc là, Camille et son ami arrivent devant, la voiture est déjà là, et à ce moment-là, Camille a un mauvais pressentiment. Elle a une sensation bizarre, désagréable. Est-ce que c'est parce qu'elle avait un peu trop bu? Est-ce que c'est la fatigue? Ou autre chose? Elle le sait pas, mais c'est bizarre. Elle se dit qu'elle est peut-être un peu paranoïaque aussi, elle est fatiguée, donc ça ira mieux une fois que j'aurai dormi. Elle ouvre la portière, elle dit au revoir à son ami, elle dit bonjour au chauffeur, et elle monte. Mais même à l'intérieur du véhicule, cette sensation ne disparaît pas et c'est même tout le contraire. Elle s'intensifie. Camille se dit que bon, peut-être que ce n'est rien, mais elle reste attentive quand même. Elle se dit que si quelque chose cloche, elle le verra venir. Et dès les premières secondes du trajet, le comportement du chauffeur la met mal à l'aise. Il commence à poser des questions étranges. Il parle de cet ami qui était avec Camille. Qui est-ce? Est-ce son copain? Pourquoi il la regarde comme ça? Camille répond un peu sèchement parce qu'elle trouve ces questions assez intrusives en disant que ce n'est qu'un ami, qu'il l'a raccompagné et qu'en soi cette situation ne regarde pas vraiment le chauffeur. Mais le chauffeur continue avec ses questions particulières. Il demande ce qui s'est passé pendant la soirée, si elle a bu, si elle a un copain. Et Camille, avec tout ça, comprend que le sentiment qu'elle avait, ce n'était pas de la paranoïa, c'était son instinct qui lui lançait un signal d'alerte. Mais elle essaye quand même, c'est toujours ce qu'on fait dans ce genre de situation, elle essaye de se dire que peut-être cet homme est simplement un peu lourd, que peut-être, et ce ne serait pas la première fois, qu'à la fin de la course, il essaierait d'avoir son numéro pour la recontacter, se revoir. Mais très vite, d'autres détails la font basculer dans l'angoisse. L'homme conduit rapidement. Trop rapidement, il se trompe de chemin. Dans la voiture, il fait très chaud et en plus de ça, le son du GPS est extrêmement fort. Mais ce qui est surprenant, c'est que généralement quand on a un GPS sur téléphone dans une voiture, le GPS est posé sur quelque chose. Là, il n'y a rien. Il n'y a aucun support, aucun écran. Camille tente, alors ayant quand même chaud, d'ouvrir la fenêtre. Impossible. La fenêtre est verrouillée. Elle demande alors au chauffeur si lui peut ouvrir sa fenêtre. Parfois, ça arrive quand il y a une sécurité pour les enfants que la fenêtre peut être ouverte,
que par le conducteur. Mais le chauffeur là refuse. Camille explique qu'elle a vraiment chaud, qu'elle pourrait peut-être même vomir, elle essaie vraiment de lancer tous les arguments, et c'est au bout de quelques secondes d'argumentation que là, le chauffeur accepte finalement d'ouvrir un peu la fenêtre. Et c'est là que le chauffeur a un geste inattendu. Il se retourne vers Camille et lui dit, avec un ton très particulier, on est gentil, nous, juste parce qu'il a laissé Camille ouvrir une fenêtre. Là, le cœur de notre amie s'emballe violemment. Elle a l'impression en fait d'être dans un piège. Là, elle décide de checker l'application pour voir le trajet. Généralement, on peut voir le trajet que prend le véhicule. Et là, elle se rend compte qu'en fait, il ne va pas du tout dans la bonne direction. Donc là, elle se dit, qu'est-ce que je fais? Déjà, première chose à faire, garder son calme. Ne pas montrer qu'elle angoisse, sinon la situation pourrait dégénérer. Elle décide simplement d'attendre le prochain feu rouge. Et par chance, quelques secondes après avoir eu cette réflexion, un feu rouge est là. Et elle en profite, une fois la voiture à l'arrêt, pour poser une question. Elle demande pourquoi ils ne vont pas dans la bonne direction. Elle pose la question très lentement, comme si elle était maîtresse de la situation. Le chauffeur se retourne vers elle. Il la regarde, sans cligner des yeux, longuement, avec un regard extrêmement froid. Et ensuite il la regarde de bas en haut. Et ensuite il esquisse un sourire absolument pas rassurant. Ensuite il se retourne de nouveau et il dit « Mais dans la direction de quoi ?» Camille n'attend pas une seule seconde. Elle ouvre la portière et elle court. Le temps que le chauffeur se rende compte de ce qui se passe, une certaine distance a pu être placée déjà. Donc lui il sort du véhicule, il crie pour qu'elle revienne, il hurle des mots que Camille n'entend pas. Elle a tellement en tête le fait de s'éloigner le plus loin possible qu'elle n'arrive pas à discerner ce qui est dit, mais elle comprend que c'est agressif. Elle court sans se retourner. Elle entend l'homme re-rentrer dans la voiture, redémarrer. Elle passe dans des rues, elle fait tout pour ne pas être retrouvée. Elle appelle ensuite ses amis, elle leur explique. Certains amis trouvent qu'elle exagère, qu'elle était trop stressée, peut-être trop ivre. Mais elle sait ce qu'elle a vécu. Elle était pas très loin encore de là où avait eu lieu la soirée, du coup elle y est retournée. Tous ensemble ils ont recommandé une course sur une autre application et cette fois-ci ils ont pris une course partagée, comme ça ils allaient être plusieurs dans la même voiture. Évidemment, sans surprise, Camille était loin de recommander une course toute seule à ce moment-là, donc des amis se sont gentiment dévoués pour la raccompagner. Elle a pu retourner finalement chez elle, heureusement. Et cet événement l'a profondément marqué. Pendant un certain temps, elle a eu très peur de sortir. Elle a une méfiance constante qui s'est installée, mais une colère aussi. Et malgré tout, à chaque fois qu'elle reprend ce genre de service, Uber, Bolt, tout ça, elle a toujours cette petite angoisse que cette situation qu'elle a vécue se reproduise. Donc pour éviter la chose, elle a pris une décision qui, je trouve, est totalement raisonnable, c'est de ne plus utiliser l'application dont elle s'était servie ce soir-là, et elle privilégie toujours les autres. Elle a essayé de porter plainte quand même via l'application, sans succès. La plateforme a dit allez voir la police. Et quand elle est allée voir la police lui a dit plaignez-vous auprès de l'application. Donc ça se renvoyait la balle, ça menait vers absolument rien du tout. Alors elle a fini par abandonner. Et bien que le temps ait passé un peu, elle pense toujours à ce qui aurait pu se passer si elle avait été moins sur ses gardes, si elle n'avait pas vérifié le trajet sur l'application, si elle n'avait pas trouvé les questions du chauffeur dérangeantes. Elle ne sait pas où tout ça aurait mené, mais une chose est sûre, et ça, elle le sait très bien, c'est que cet homme n'avait aucune intention de la ramener chez elle. Théo nous raconte son histoire qui s'est produite quand il avait 16 ans. À ce moment-là, il était en couple avec une fille. Presque chaque soir, il allait la voir chez elle et il rentrait ensuite pour dormir chez lui. Et pour rentrer, il empruntait toujours le même chemin. C'était un chemin d'environ 2 km, parfaitement droit, une route de bitume, un peu isolé, réservé aux piétons et aux cyclistes, pas de voiture ici. Et de chaque côté, il y avait de la végétation dense ou une petite lisière. Là-bas, pas d'éclairage, pas d'habitation et souvent aucun bruit. Quand on y était et que la nuit était tombée, c'était, selon ce qu'il dit, assez oppressant. Un soir, il était environ 1h du matin. Théo a emprunté ce fameux passage à vélo et, comme à son habitude, il n'y avait aucun bruit à part le bruit de ses chaînes qui tournaient. Et au loin, quelque chose a attiré son attention. Un bruit. Ce bruit, c'était celui d'un scooter. Instinctivement, pour sa propre sécurité au cas où, étant donné qu'il n'y avait pas d'éclairage, Théo s'est dit qu'il allait se mettre un peu sur le côté pour le laisser passer. Sauf que quand le scooter arrive à sa hauteur, il s'arrête. Et sur le véhicule, il y avait 3 personnes. Sur la sécurité, pas fou. Des adultes, qu'il estime ayant environ tous 25 ans, des personnes massives qui avaient l'air plutôt sûres d'elles selon ce qu'il dit. Donc les 3 gars s'arrêtent à côté de Théo et sans raison ils commencent à l'insulter. Vraiment des insultes violentes, complètement gratuites. On l'insulte lui, sa famille, vraiment les 3 gars se prenaient pour les rois du monde, ils rigolaient. Théo lui n'a rien dit, il est resté figé, pas par peur, mais parce qu'il était juste choqué et surpris que des mecs s'arrêtent comme ça sur une route où déjà il y a une interdiction que des véhicules y passent, et en plus de ça, des mecs qui l'insultent comme ça, gratuitement. Et ça dure un petit moment, pas 15 minutes,
seulement une, mais dans ce genre de situation, ça semble très long. Et ensuite, les mecs repartent. Théo est encore un peu sidéré sur le moment, et là, un autre sentiment arrive. Ce sentiment, c'est une colère. Brute, il vient de se faire insulter, il n'est pas content. La pensée qu'il a ici, à ce moment, c'est comment ces personnes peuvent parler comme ça, humilier quelqu'un, et s'en sortir sans conséquence. Donc, dans un élan qu'il considère aujourd'hui un peu absurde, Théo décide de les suivre. Il va à l'opposé de sa destination. Pour faire quoi? Il n'en a aucune idée, il veut juste se débarrasser de ce sentiment qui là le pèse, c'est ce sentiment d'humiliation. Il les suit, en colère, et puis après avoir fait peut-être 50 mètres, là, la raison revient. Il se dit, mais attends, ils sont 3, ils ont 25 ans, je suis un ado, qu'est-ce que je vais faire? Il commence à avoir un peu peur, il s'arrête, il se dit, ok, je laisse passer, je rentre à la maison. Il repart donc, et alors qu'il est sur le trajet, il entend de nouveau le scooter qui cette fois-ci se rapproche. Là, le cœur de Théo se serre un peu, parce que initialement, les gars partaient dans la direction opposée, donc ils ont fait demi-tour. Pourquoi? Donc pour Théo, si ces mecs ont fait demi-tour, c'est pour une seule et unique raison, c'est pour lui. On le rappelle, il fait nuit noire, on ne voit quasiment rien, Théo est tout seul sur son vélo, eux sont en scooter, donc dans la logique des choses, il va se faire rattraper. Lui tente le tout pour le tout, il pédale de toutes ses forces, mais il est conscient que il aura beau pédaler aussi vite qu'il le peut, face à la mécanique d'un scooter, il pourra pas faire grand chose. Il commence à apercevoir les phares du scooter qui commencent à l'éclairer, et à un moment, quand il se dit ils vont me choper, Théo prend une décision particulière. Là, clairement, c'est de l'instinct de survie. Il décide de sauter dans le fossé juste à côté. Il sait pas si c'est un fossé profond, ce qu'il attend en bas, mais il se dit, vaut mieux ça qu'on me chope. Alors, attention, il ne saute pas de son vélo, il saute avec son vélo. Il fait une petite chute, le vélo amortit, mais lui tombe sur le côté, il se fait mal au bras, aux jambes, il a envie de crier, de pleurer, mais il est retenu par le bruit du scooter qui passe juste à côté. Les mecs ne l'ont pas vu, et ils font plusieurs allers-retours comme ça. Pour Théo, c'est simple, les mecs le cherchent. Jusqu'ici, vous pourriez vous dire ce que je me suis dit moi aussi quand je suis arrivé à ce moment-là de l'histoire. Cette pensée, c'est est-ce que ces mecs en ont vraiment après Théo, ou est-ce que c'est pas juste des abrutis qui s'amusent sur une ligne droite où il y a personne à aller à fond, à se faire un plaisir de vitesse comme ça? C'est ce que je me suis dit. C'est peut-être ce que vous vous dites vous aussi, mais il y a une phrase que ces personnes ont prononcée qui fait comprendre complètement autre chose. C'est que Théo les entend parler de temps en temps quand il passe, et ils ont clairement l'envie de le retrouver pour le tuer. Ça peut sembler extrême, mais quand on voit que ces personnes l'ont quand même insulté brutalement, sans raison, on vit dans un monde, je le rappelle, où des personnes ont eu moins d'échanges que ça avec d'autres et ont perdu la vie malheureusement. Donc est-ce que ça semble si impossible? Pas vraiment. Théo, lui, est dans son ravin, dans son fossé, tétanisé. Il reste immobile ici pendant 1h30. À chaque bruit, il pense qu'enfin il l'a retrouvé. Il pense à chaque fois qu'il entendait ce scooter passer que ce serait le dernier son qu'il allait entendre de sa vie. Et c'est quand, au bout d'un certain temps, le silence est revenu complètement, que là Théo comprend que ces 3 gars ont abandonné. Là, il remonte avec son vélo. Il rentre chez lui, brisé, choqué, mais vivant. Et cette nuit-là a fait apprendre dans la douleur une leçon assez terrible. Ne jamais suivre quelqu'un sous l'effet de la colère. Parce que parfois, ce simple élan d'énervement peut nous conduire bien plus près du danger qu'on ne peut l'imaginer. Dans cette histoire toute particulière, on va voir ce que Cédric nous partage. Et je dis qu'elle est toute particulière parce que ce qu'il partage sur internet, c'est la toute première histoire d'horreur qu'il a vécue. Et il nous dit d'ailleurs, et ça c'est un sentiment horrible, que pendant longtemps, personne ne l'a cru. Parce que son histoire paraissait trop extrême, trop irréelle. Et pourtant, il l'assure, ça lui est bel et bien arrivé, et c'est pour ça qu'il a partagé son histoire avec beaucoup de détails. Une histoire qui, au moment où je poste cette vidéo, s'est déroulée plutôt récemment, en novembre 2025. Ce soir-là, il sortait d'une médiathèque avec des amis. Ils viennent de se retrouver après les vacances, il faisait nuit, froid, mais aucun d'entre eux n'avait envie de rentrer à la maison tout de suite. Ils tentent de rester dehors, de discuter, mais il y a quelque chose qui vient un peu saccager cette bonne ambiance, c'est le froid. Puis, quelqu'un se souvient qu'il y a un parking à côté de la médiathèque. Un parking surveillé par des caméras, relié à un parking souterrain qui lui n'est plus vraiment utilisé. C'est pas un endroit abandonné, juste un endroit où il n'y a pas vraiment de passage. Le groupe d'amis se dit alors que c'est une bonne idée d'y aller, au moins ils seront à l'abri du froid. Mais pourtant, dès que le groupe s'en approche, quelque chose semble étrange. Il y a une mauvaise ambiance qui règne, un mauvais pressentiment qui est là, quelque chose de difficile à expliquer. Il remarque que le parking n'a que 2 entrées. Une première, à côté d'une gare qui s'ouvre de l'intérieur, et une seconde, à côté d'une place, près de la médiathèque, qui peut s'ouvrir dans les 2 sens. Le groupe avance,
de plus en plus loin. Ils évitent volontairement de passer devant les caméras parce que, logiquement, ils n'ont rien à faire là. Alors, ils s'engouffrent au fond, là où ils seront tranquilles, à l'égard des quelques voitures s'il y en a, mais surtout des caméras. Le temps passe, le groupe discute, vraiment, ça se passe bien. Et d'un coup, une porte s'ouvre derrière eux. Un homme entre, visiblement, c'est un employé du parking. Surpris de voir le groupe de jeunes ici, il leur demande ce qu'ils font là. Sur le moment, tout le monde panique un peu. Ils imaginent déjà des problèmes, ils se disent qu'on va appeler leurs parents, qu'ils vont avoir des sanctions, vraiment ils se font des nœuds au cerveau. Mais contre toute attente, enfin contre leurs attentes à eux, l'homme se met à rire. Il leur dit qu'effectivement c'est mieux de discuter au chaud, plutôt que de rester dehors et de potentiellement tomber malade. Il accepte donc que les jeunes restent ici à une condition. Ils ne doivent pas faire trop de bruit et ils doivent sortir obligatoirement à 19h30. Il était aux alentours de 18h50 à ce moment-là, donc ça laissait encore un peu de temps aux jeunes. Ils acceptent donc, l'employé du parking s'en va, et eux décident de marcher un petit peu, de continuer d'explorer le fameux parking où ils étaient. Et progressivement, les lumières automatiques du plafond commencent petit à petit à s'éteindre. Peut-être que le parking fermait à une certaine heure et du coup, au bout d'un moment, les lumières s'éteignaient. Ils ont quand même trouvé ça assez étrange. Et c'était suffisamment étrange pour que l'un des amis du groupe, qui était un peu mal à l'aise, décide de partir, d'en rester là et de rentrer à la maison. À la base, ils étaient 4 et ils ne se retrouvaient plus qu'à 3. Le groupe, réduit maintenant, avance encore. Et ils arrivent dans une zone où cette fois-ci plus aucune lumière ne fonctionne. Et c'est là que le groupe restant arrive donc dans une zone bien plus sombre. Il y a de la poussière, de la rouille, cette impression en fait d'être dans une sorte de chantier abandonné, un chantier qui n'a jamais été terminé. Curieux, les jeunes continuent d'avancer et ils arrivent dans un long couloir. Il y a 5 portes, 2 à gauche, 2 à droite et une au fond. La porte du fond, elle, semble différente des autres. Elle est rouillée, un peu déformée, usée par le temps. Les jeunes, curieux, décident d'ouvrir les différentes portes. Toutes sont fermées, sauf une, la porte du fond. Ils hésitent, ils se disent est-ce que c'est une bonne idée? La porte est ouverte et dedans, on ne voit rien. La pénombre est totale. Cédric, lui, reste un peu en retrait, il n'a pas envie de s'aventurer là-dedans. Par contre, ses 2 amis, eux, allument leur téléphone, mettent leur flash et jettent un petit coup d'œil. Il y a une passerelle métallique, une trappe, un trou dans le mur. C'est étrange, qu'est-ce que ça fait là? Des questions se posent et là la panique commence petit à petit un peu à redescendre. Mais une voix s'élève. Quelqu'un dit « Pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce qu'il y a ?» Une des personnes avec le flash essaye d'observer d'où vient ce bruit et d'un coup, il y a un énorme bruit métallique qui se fait entendre. Très fort, ça résonne de partout. Le responsable de ce bruit n'est aucun des 3 jeunes. Cédric, qui était resté à l'entrée, dit à ses amis qu'il faut partir et tous se mettent à courir. Ils se dirigent vers une des sorties et là, Cédric et un de ses amis se regardent et se rendent compte qu'en fait, il y en a un, le dernier, le 3e, qui les a pas suivis. Ils sont paralysés, ils ont peur, ils se disent on ne peut pas y retourner, mais d'un autre côté, ils peuvent pas laisser leur ami comme ça. Alors, ils commencent à y retourner et c'est là qu'au loin, au fond du parking, ils aperçoivent une silhouette sombre qui s'engouffre dans l'obscurité et qui disparaît. Les amis vont à l'opposé, courent un peu dans tous les sens et finalement, heureusement, ils arrivent à retrouver leur ami. Une fois qu'ils l'ont attrapé, ils repartent vers la sortie qu'ils pensaient prendre initialement. Et c'est là qu'ils retombent sur la fameuse silhouette. Il n'y a aucun doute possible. Cette personne les regarde. Elle se tient juste devant eux et elle est face à eux. Les 3 jeunes, sans réfléchir, repartent dans l'autre sens. Ils se dirigent vers l'autre sortie et c'est là qu'ils tombent sur un vigile. Eux sont rassurés, le vigile n'est pas très content de voir des jeunes qui sont ici, donc il dit « Calmez-vous, je vais appeler vos parents ». Une dizaine de minutes se passent. Les parents ont été contactés, ils sont en route, et là l'employé du parking qui avait été vu avant revient. Il est soulagé de voir les jeunes, il se dit « Mais vous n'êtes pas partis, qu'est-ce que vous faites là ?» Mais d'un côté il est content qu'il ne leur soit rien arrivé. Les jeunes expliquent toute la situation, qu'ils se sont perdus, qu'ils ont vu la fameuse silhouette, donc on les emmène pour aller voir les fameuses caméras de sécurité. Les images défilent et à un moment donné, l'employé explique la zone un peu abandonnée, c'était un ancien chantier qui avait pour but d'agrandir le parking, mais étant donné que le parking n'était plus si utilisé que ça, eh bien il a été abandonné. Et que les garçons n'avaient rien à faire là-bas parce que c'était dangereux, hein. Il aurait pu se passer n'importe quoi. Normalement c'était une zone censée être plutôt inaccessible, et sur d'autres images là, le sang de Cédric se glace. Parce qu'on voit la fameuse silhouette que lui et ses amis avaient aperçue. Un homme grand, large, avec un pantalon noir, un manteau gris foncé, qui s'est arrêté à un moment donné face à une caméra, qui a regardé comme s'il savait qu'il était observé, et il a juste souri. Et dans sa main, il y avait quelque chose. Quelque chose de difficile à discerner, mais pour Cédric c'est sûr, c'était une arme blanche. Mais quelle arme précisément, impossible à dire. Le vigile a appelé la police, étant donné qu'il y avait un homme qui se baladait avec quelque chose dans le parking. Un peu plus tard, les parents sont arrivés.
Les enfants ont été récupérés, grondés d'être allés dans le parking alors qu'en soi ils n'avaient pas forcément grand chose à faire là. Et Cédric nous donne un dernier détail, c'est que au moment où toute l'histoire s'est terminée, donc au moment où lui et ses amis ont retrouvé leurs parents, il était 20h40. Donc que faisait un homme armé dans un parking après l'heure de fermeture? Cette question, on n'en a pas la réponse. Mesdames et messieurs, on en a fini pour ces 5 histoires qui se passent en France. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné quelques frissons. Petit détail très important à prendre en compte. Ces histoires sont des histoires qui sont partagées sur internet. Bien sûr, on ne va pas remettre en cause la véracité des informations, on les prend comme elles sont présentées, on respecte les personnes qui partagent les expériences horrifiques qu'elles ont vécues, mais il y a quand même toujours une possibilité, bien sûr, ça peut arriver, que certaines histoires aient été inventées, que des personnes aient noté « il m'est arrivé un truc effrayant, etc. » alors que ce n'est pas vrai. Attention, prenons juste les choses avec des pincettes, respectons les personnes qui ont partagé leurs histoires, c'est le plus important, mais commençons pas à dire « cette histoire-là, j'y crois pas parce que c'est trop gros, etc. » On les prend comme elles sont. C'est important. Si ces histoires vous ont plu, vous pouvez laisser un j'aime, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Je vous invite à me retrouver sur Instagram à KenTV que je vous affiche juste ici pour voir un peu l'envers du décor, etc. Vraiment, ça me fait très plaisir de vous retrouver là-bas quand vous venez. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que ce petit retour sur des threads d'horreur vous a plu. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous en voulez d'autres, que j'en fasse voilà, de temps en temps. Ça faisait longtemps, je crois, que j'en avais pas fait des comme ça. En tout cas, c'était un plaisir pour moi. Moi, maintenant, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!